C'est sous les thèmes la stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base de 145 territoires que se tient à Kinshasa du 22 au 23 décembre 2021 la conférence des gouverneurs, une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et le gouverneur de province. Cette conférence a pour mission d'émettre les avis et de formuler les suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation à élaborer. Une occasion pour les participants de débattre sur les enjeux économiques, mais également définir des stratégies pour une politique de développement des différentes provinces du pays. Présidée par le chef de l'État, cette réunion de gouverneurs de province est convoquée au moins 2 fois l'an. Rappelons que le président de la République avait, lors de son traditionnel discours sur l'état de la nation, fustigé l'instabilité qui a caractérisé les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux au courant de l'année 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait appelé chacun des acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun développement ne sera possible dans un contexte d'instabilité et de conflit. Cette cérémonie de signature du protocole d'accord entre le comité consultatif national et le commissariat général de la police nationale congolaise en vue de la protection de biens culturels en cas de conflit armé en RDC a été présidée par le ministre d'État de l'entrepreneuriat et PME, représentant du ministre de la Culture et le vice-ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo. En croit le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amourli, il serait question, à travers ce partenariat, d'assurer une formation adéquate aux cadres et agents de la police nationale congolaise en rapport avec la protection de biens culturels, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Prenons la parole. Le coordonnateur du comité consultatif national, Ibaka Motema Joël, est revenu sur l'importance de ce protocole d'accord et parti sur 3 points notamment. La incité pour la RDC de protéger les biens meubles et immeubles qui représentent un patrimoine important. Ce jour compte et devra compter davantage dans les annales du CCN et de la PNC, a déclaré le ministre d'État de l'entrepreneuriat et PME. La signature du protocole d'accord entre le Comité consultatif national pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé en République démocratique du Congo, CCN, et le Commissariat général de la police nationale congolaise qui nous réunit ce jour coïncide avec la tenue de la 14e réunion des hautes parties contractantes à la Convention de la Haye de 1954. Ainsi, pour sa part, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, d'indiquer que la protection du secteur culturel en temps de paix et en temps de conflit armé ne pourrait mieux être assurée que lorsque nous avons des agents compétents. Ainsi, a-t-il instruit le commissaire général de procéder à la mise en place d'un comité mixte de pilotage en collaboration avec le coordonnateur du comité consultatif conjoint qui sera chargé du suivi de l'exécution du dit protocole. La formation étant la clé de voûte de tout système de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, a prévu un cadre approprié de formation, je cite, la Direction générale des écoles et formations. Au terme des articles 44-45 de la loi organique susvisée, la Direction générale des écoles et formations est une structure chargée de concevoir et de mettre en œuvre la formation initiale, continue et spécialisée du personnel de la police nationale. Elle élabore les schémas directeurs de formation suivant les orientations du Conseil supérieur de la police. La matière relative à la protection de biens culturels en cas de conflits armés en République démocratique du Congo étant principalement dévolue au Comité national, consultatif national, CCN en cycle, je suis convaincu que la signature du présent protocole d'accord facilitera les échanges entre la police nationale congolaise et le CCN dans ce domaine spécifique. La signature proprement dite de ce protocole d'accord a eu lieu entre le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amourli et le coordonnateur du comité consultatif national CCN.
Après une vive tension observée lundi 20 décembre dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à la base de manifestations de jeunes en colère qui disent protester contre la venue de la police rwandaise à Goma pour assurer la sécurité, une information qui a été démentie par le maire policier de la ville de Goma. En réaction, l'analyste politique Loulou Douli Muntu parle d'un sérieux problème de communication dans les chefs des autorités congolaises. Bon, d'abord, il y a un problème de communication. Et au-delà de ces problèmes de communication, il y a un problème de vérité, de la sincérité de ce qu'on communique. Parce que nous avons été habitués à chaque fois à avoir des vérités, des contre-vérités, des démentis, des précisions, et quand il y a un problème comme ça. D'abord, je vous rappelle, quand on parlait de la présence des troupes ougandaises, vous avez compris que le ministre de communication, Patrick Mouyaya, avait dit qu'il n'y est. Aujourd'hui, c'est presque la même méthodologie, même approche. Ils vont nous dire par des rumeurs qu'il y a la force rwandaise, la police rwandaise en République démocratique du Congo. Et finalement, ils vont montrer des de nos commandants, c'est un de nos commandants ici, avec le commandant de la police rwandaise en train de signer les accords. Mais moi, je voudrais vous rappeler tout simplement que les accords, c'est le domaine de la loi, réglementé par la loi. Seul le chef de l'État et les gouvernements peuvent prendre des accords avec des pays étrangers. De son côté, Jean-Marie Béa, coordonnateur du mouvement Congo Uni, Congo Fort, invite plutôt les uns et les autres à utiliser un bon escient les réseaux sociaux et de se fier des fake news. C'est la conséquence justement des fake news, c'est-à-dire des gens qui véhiculent des nouvelles qui ne sont pas appropriées ou qui n'ont pas atteint la profondeur du jugement pour que cela soit présenté à la population. Voilà, nous avons connu des morts, c'est déplorable pour un fake news. Vous savez, on n'a pas vu des policiers rwandais jusqu'à présent sur les sols congolais. À Goma, il n'y a pas un policier rwandais venu dans les cadres de cette soi-disant coopération. Il n'y en avait pas eu. Donc voilà que maintenant on fait monter, intoxiquer la population et que la population se met à s'entretuer pour rien du tout. Vous savez, il peut y avoir, et il y a eu peut-être un accord, peut-être un engagement, une concordance entre les chefs de la police de notre République avec les chefs de la police rwandaise pour traquer justement les criminels qui trouvaient un passage léger entre Goma, une fois qu'il a commis un crime sur les sols congolais, il s'enfuyait pour le Rwanda. Ce sont des accords qui existent entre beaucoup de pays. Cela devait en tout cas nous ramener à la sagesse que nous ne nous laissons plus manipuler par des images, par d'autres choses, mais que nous soyons unis sous un même drapeau, un même peuple et un seul but, retrouver l'intégrité de notre pays. Tous comme un seul homme et un seul peuple, les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Lubumbashi ont effectué une marche pour dire non à la balkanisation de la RD Congo. Par cette marche, ils ont voulu marquer aussi aux yeux du monde et devant Dieu leur désapprobation des hostilités qui ensanglantent la RDC, notamment dans sa partie Est, et au même moment dénoncer les plans de déstabilisation des institutions du pays, avec le dessein de diviser le peuple congolais et d'exploiter ses richesses de manière incontrôlée. L'on pouvait lire différents messages sur les calicots et banderoles de manifestants dont le parcours est parti de la paroisse Saint-Boniface de Kamalondo jusque sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Et là, le vicaire général Denis Moto a, au nom de l'archidiocèse de Lubumbashi, rappelé le sens de la marche et appelé les fidèles catholiques à la vigilance, tout en formulant une série de recommandations au gouvernement de la RD Congo, aux élus et au peuple congolais vivant au pays et dans la diaspora, aux pays voisins et à la communauté internationale. Et l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, a béni la foule qui a pris part à cette marche. Pour sa part, M. l'abbé Kalaba a fait savoir que cette marche n'avait rien à voir avec le fédéralisme qui, du reste, est un droit constitutionnel. Il a également signalé quelques arrestations des intrus qui avaient de messages diffamatoires et d'incitation à la haine. Ils ont été remis entre les mains des services compétents. Tout s'est passé dans l'ordre
la discipline et surtout dans une attitude de prière. Quelques femmes politiques, membres du Mouvement de libération du Congo, MLC, ayant contribué à l'émergence de ce parti politique, viennent d'être primées par la Ligue des femmes du MLC que dirige Mameli Ilito. Il s'agit de Eve Bazaïba, Anne-Marie Makwebo, Christine Epoulouké et Marie-Josée Molebo. La présidente nationale de la Ligue des femmes n'a pas manqué d'expliquer les raisons de cette reconnaissance. C'était lors d'une matinée de gala politique au féminin organisée à cet effet qui a connu la présence du secrétaire général adjoint en charge des finances Jacques Lungwana. Nous devons pour ce faire adopter une méthodologie de travail conséquente apte à produire les résultats palpables. Ce rappel historique est une interpellation pour nous qui sommes présentement actifs au sein de la LINAF. Savoir qu'il existe de femmes qui ont milité efficacement au sein du MLC avant nous et que des milliers d'autres s'exprimeront de la même manière après nous. Hommage donc à ces braves dames qui ont eu à diriger ces départements et que l'histoire aura retenu. Je voudrais citer l'ancienne camarade et première femme à exercer cette fonction, Madame Anne-Marie Makombo, qui a malheureusement fait défection. Vient alors l'icône de la sagesse, femme du MLC, irréductible combattante, Bernadette Koimafuta Yabébé, appelée affectueusement. Une initiative louable, à en croire certaines d'entre elles qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. VPM, vice-premier ministre, a la mission. Naza ko retenir lisolo na ye ndenga a rapporter la kingai basala kina président national Jean-Pierre Bemba pour la promotion ya maman. Président azo pratiquer oyo tozo benga na français na ebité nini soki spécialiste à lingala yali azo pratiquer masculinité positive. 82 établissements supérieurs et universitaires, dont 17 publics et 65 privés, sont autorisés à fonctionner durant la nouvelle année académique prévue du 5 janvier au 7 octobre 2022 à Kinshasa. 39 établissements d'enseignement supérieur et universitaire sont déclarés non viables et fermés au terme d'une mission de viabilité lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire depuis juillet 2021. C'est en tout cas ce qui ressort de la note circulaire du ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi. Parmi les établissements et enseignements supérieurs et universitaires fermés, il y a l'Institut supérieur technique et de commerce, l'Institut supérieur d'études économiques, juridiques et coopératives, l'Institut supérieur de commerce et de finances, l'Institut supérieur de sciences de santé Kimbangiste, l'Institut interuniversitaire de Kinshasa, École supérieure de génie civil de Kinshasa, l'Université canadienne au Congo et Université technologique du Congo, l'Université internationale de sciences et de la technologie au Congo, l'Université Richfield, l'Université des églises indépendantes au Congo, l'Institut supérieur des techniques médicales de Mampala, l'Institut supérieur de commerce et de management de Kinshasa, l'Institut supérieur de gestion et de développement endogène, l'Institut supérieur des techniques et pédagogie appliquée de Kimbata, l'Institut universitaire de Kinshasa, Institut supérieur de sciences commerciales, Institut supérieur d'hôtellerie et d'accueil, l'Institut supérieur de la famille et du couple, l'Institut supérieur technique du fleuve de Kinshasa, l'Institut supérieur des techniques appliquées de management, l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bukondoa, l'Institut supérieur de gestion ISG à Kinshasa, pour ne citer que ceux-là. Ouvert lundi,
Ce mardi 22 décembre 2021 s'est poursuit à la cour militaire l'audience du procès en flagrance de l'affaire Olivier Ponga. Ces jeunes hommes retrouvés morts dans la nuit du jeudi 18 à vendredi 19 décembre 2021 alors qu'il était en détention dans les locaux de la direction des renseignements généraux de la police. Une fois de plus, le commissaire supérieur principal Samuel Mopepe, chef des départements des opérations à la direction générale des renseignements et services spéciaux, et les commissaires Ndita Mananga étaient à la barre aux côtés de deux autres policiers. Ils sont poursuivis pour torture et ont provoqué la mort d'Olivier Ponga. Certains renseignants ont à cet effet été entendus, tels que le commissaire divisionnaire adjoint Awashango Oumiya Vital, directeur de renseignements généraux sur les circonstances et les personnes impliquées dans cette affaire. L'audience suspendue reprend ce mercredi 22 décembre 2021. Expert en droit forensique, Maître Clément Gondé s'indigne du traitement réservé aux prévenus et aux personnes mises à garde à vue dans les différents cachots en République démocratique du Congo qui violent, selon lui, certains principes des droits de l'homme. Le problème, c'est quoi? Le problème en est que nous avons un souci en matière du traitement d'un prévenu. Alors, dans d'autres cieux, dans d'autres pays, par exemple, vous allez voir, il y a souvent un médecin légiste qui doit passer, voir un peu si par exemple quelqu'un est malade, ou bien l'état de la personne qui est gardée à vue. Parce que je dis souvent, les gardes à vue, c'est plus souvent dans des erreurs, en fait, dans l'aboutissement de l'enquête. Parce que les gardes à vue amènent même, désorientent même l'enquête dans certains cas. Alors au moment où par exemple la personne est incarcérée, on doit s'assurer d'abord de sa santé. Ce qui est important, à part, hormis s'il y a des tortures, et des tortures doivent être aussi normalement identifiées, confirmées par un médecin légiste. Je dis bien un médecin légiste qui doit confirmer s'il y a eu torture. Mais à ce qui concerne l'état de la santé de la personne qui est gardée à vue, c'est le médecin légiste aussi. Donc on doit avoir un carnet. Une personne qui est entrée par exemple dans une geôle, tout ça, on doit savoir son état de santé. Est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce qu'on s'assure vraiment de sa santé? Parce que quel que soit, même s'il a tué, même s'il a fait un crime condamné à plus de 50 ans de prison, et même une prison à perpétuité, mais on doit s'assurer aussi de sa santé. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est l'élément le plus fondamental. Quand on incarcère la personne, il faut que la médecine légale puisse être là, vérifier l'état de la santé de la personne. Appeler même un médecin pour vérifier si pas la personne peut faire, par exemple, l'hypoglycémie en prison et la personne meurt, la charge reviendra toujours à la personne qui l'a gardé à vie. Donc c'est l'État congolais. Donc il y a des fois l'État congolais, on peut l'accuser à tort ou à raison, mais pour aussi des mauvaises procédures. Parce que chez nous, en tout cas, nous avons ces problèmes ici sérieux. Les problèmes sérieux, c'est le problème de la coordination.